Après la feuille de route de la Commission électorale nationale indépendante, est-ce que la République démocratique du Congo a-t-elle la capacité d'organiser ses propres élections? Quand on sait tous très bien, selon les estimations des chercheurs, c'est que plus ou moins 500 millions comme budget pour organiser les élections. Est-ce que la RDC peut-elle le faire? Nous allons en parler dans ce format avec Floride Dantoto, bienvenue. Merci. Voilà, avec notre invité Franklin Chamala. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, David. Est-ce que 2023, les élections seront tenues? Bon, nous y sommes contraints. La loi, la Constitution principalement, nous y astreint, bien qu'après les déroulements de la feuille de route par le président de la CENI, la feuille de route pour les élections 2023, le président de la CENI est aussi présenté les contraintes, des multiples contraintes d'ailleurs, qui grèvent les cycles électoraux de 2023, les contraintes d'ordre sécuritaire, les contraintes d'ordre politique et surtout les contraintes d'ordre financier. Voilà, vous savez, Augustin Matata Pogno a présenté dans sa tribune ce que je pense, il a relevé. Il dit 500 millions de dollars pour le budget d'organiser les élections. Regardez la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que nous avons nos problèmes, nous avons nos difficultés. Est-ce qu'il faut organiser les élections ou bien cet argent, de pouvoir les délocaliser ou les mettre pour autre chose, certainement pour le développement de la RDC? Merci beaucoup, David. En fait, la rubrique Ce que je pense, qui est animée par les sénateurs Augustin Matata Pogno, honorable sénateur, mon Premier ministre, permettez-moi, c'est une rubrique qui s'est donné la vocation, en fait, de questionner la société, de bousculer un peu les gouvernants et les gouvernés sur des questions diverses des gouvernances, en vue de les impliquer davantage dans les opportunités qui peuvent conduire les pays à sa transformation. Alors, les numéros de janvier, après les numéros qui a été consacré à la compilation de toutes les publications de 2021, les numéros de janvier, qui est sorti le 28, je crois, le 28, se consacre sur la question du financement des élections 2023 et interroge la société congolaise sur la capacité de l'État congolais à pouvoir financer avec ses propres moyens les élections. Élections. Monsieur Franklin, j'aimerais bien compléter, oui, sans vous couper la parole, parce qu'il nous a quand même assez habitués avec ces tribunes chaque mois. Ce numéro qui est consacré avec cette question principale, la République démocratique du Congo est-elle capable de financer ses propres élections en 2023? Mais pour ceux qui nous suivent à l'étranger, qui n'ont pas l'occasion d'avoir cette tribune en main, qu'est-ce que l'on retient sommairement de cette question que s'est posé le sénateur Matata Pogno? Voilà, sommairement. Sommairement, l'honorable sénateur Matata Pogno, mû de son expérience comme ministre des Finances et ensuite comme Premier ministre, il parle du cycle électoral de 2008 qui a coûté au pays près de 400 millions de dollars. Il est encore ministre des Finances. Et avoue, là, grâce à la discipline, il avoue que la République a été à mesure de financer ces élections-là grâce à une certaine discipline et une certaine rigueur imprimée dans la gestion des finances publiques. Il poursuit que les cycles, il parle maintenant du cycle électoral de 2018, qui a coûté au pays près de 600 millions de dollars, soit 200 millions de plus.
par rapport au cycle antérieur, financé également par les ressources propres de la République, et qui a permis de nous donner les animateurs des institutions que nous avons aujourd'hui. Oui. Maintenant, il ajoute, il s'interroge sur l'opportunité des élections dans notre pays et même en Afrique, dès lors qu'elles sont coûteuses à ces points, en sachant que, en même temps que des finances, des pas importants de finances sont consacrés au financement des élections, les pays africains en ont toujours besoin pour financer leur développement. Et là, il aligne, il vous dit, de par son expérience, en termes de réalisation, en termes d'infrastructure, en termes des outils de développement, à quoi 400 millions, 600 millions ou 500 millions en moyenne peuvent servir à un pays en développement comme la RDC. Il vous dit ça représente combien d'avions neufs, quelle dimension des routes, combien de navires peuvent être acquis, combien d'écoles peuvent être construites, et ainsi de suite. Alors, conclusion, il faut s'en passer? Non, il ne faut pas s'en passer. Oui. Il dit que ces élections-là, en réalité, elles sont utiles, importantes, dès lors qu'elles permettent au pays de disposer d'un personnel politique de qualité, un personnel politique à même de prendre à bras le corps l'agenda du développement de nos pays. Nous sommes en face aujourd'hui des ODD, des objectifs de développement durable auxquels notre pays a adhéré, auxquels beaucoup de pays africains ont adhéré également. Mais c'est des objectifs qui astreignent nos pays à pouvoir travailler sur l'éradication de la pauvreté et des inégalités jusqu'à l'horizon 2030, 2035. Est-ce que vous avez l'impression que ce que nous faisons au quotidien, ce que nos gouvernements font au quotidien en termes de programmes de développement, en termes d'actions gouvernementales, les actions qui sont posées au quotidien sont en phase avec des objectifs de cette importance-là? Est-ce qu'on a l'impression que nous sommes sur la bonne trajectoire pour aller vers l'éradication de la pauvreté à l'horizon 2035? Parce que nous avons souscrit à ces objectifs. Alors, Matata Ponyo nous interroge. Il interroge les gouvernants. Il interroge les gouvernés. Il suscite ces débats-là pour conduire les uns et les autres à ajuster et à s'ajuster. Voilà. Alors, quand je lis cette tribune, énormément de questions traversent mon esprit. Je vais essayer d'extirper à travers ces écrits quelques réflexions partagées ici par le sénateur Matata Ponyo, notamment le fait que quand il était ministre des Finances, les élections ont été organisées sans problème et le respect du délai constitutionnel. Alors, quel a été le secret, quel a été je ne sais pas moi, la magie qui a fait que le gouvernement puisse disposer de ses moyens et organiser les élections dans le délai? Bon, alors qu'en 2018, ça n'a pas été, ça n'a pas été le cas, et on craint déjà 2023. Tout à fait. Matata Ponyo, il donne son secret, il dit c'est la discipline. La discipline dans l'allocation des ressources publiques. Il dit c'est cette discipline, mais également l'anticipation. L'anticipation, parce qu'il nous dit, attention, nous sommes déjà en 2023, nous sommes en 2022. En réalité, les élections, on les prépare au seuil, déjà à partir du seuil du cycle électoral. Ces élections attendues en 2023, constitutionnellement, leur préparation devait être déjà amorcée, déjà au lendemain de 2018. Pourquoi? Simplement parce que ces élections comportent un coût élevé, 600 millions par rapport à notre budget. Concrètement, ça veut dire quoi? L'approche, c'est quoi? Ça veut dire qu'il fallait bien répartir ce coût-là, ce coût sur autant de mois que comporte le cycle électoral et commencer les décaissements des fonds mensuellement, n'est-ce pas, pour être en mesure, au bout de 5 ans de législature, de réunir facilement les packages nécessaires à l'organisation des élections. Et c'est ce qu'il a fait. Et il dit qu'en réalité, si ces élections avaient été, leur préparation avait commencé déjà en 2019, on mettrait de côté chaque mois
10 millions de dollars, simplement. Et en ce moment, nous aurions déjà plus de 300 millions, 360 peut-être, d'économies dans un compte géré par la CENI, parce que la CENI pose notamment la question de son indépendance financière, qui est en fait légale, et une question sur laquelle les institutions du PPN ont trouvé la réponse, et le président de la CENI y est revenu pour dire qu'il faut effectivement donner à la CENI son indépendance pour lui donner la marge de manœuvre nécessaire dans son action, dans la gestion de l'agenda électoral. Et donc, il dit, en ce moment, on aurait déjà plus de 360 millions, et facilement, sur la période qui nous reste, compte tenu de tous les problèmes que le pays connaît, il ne resterait que 140 millions jusqu'au mois de juin. Jusqu'en juin. Okay. Mais maintenant, nous avons tous les packages, tous les 500 millions à réunir en ayant 14 ou 15 mois. Connaissant bien les contraintes des gouvernances de notre pays, et connaissant d'ailleurs la hauteur du budget, on a beau parler de 10 milliards, en réalité, en ressources propres, on ne dépasse jamais les 4 ou 5 milliards de dollars. On ne dépasse jamais. Vous voyez? Et donc, il dit qu'il doute de la capacité de notre pays à pouvoir mobiliser ses ressources pour les mettre à la disposition de la CENI à temps, afin de lui permettre d'acquérir la logistique et les matériels nécessaires et de le déployer sur toute l'étendue du pays, étant donné que la CENI pose non simplement le problème du déploiement de son matériel, mais également la capacité de pouvoir déployer ce matériel dans les espaces de notre pays où l'insécurité prévaut en ce moment. Monsieur Franklin, oui. Il a donné aussi autre astuce, il dit c'est possible. Au lieu de 400 millions, de pouvoir mobiliser 250 millions. Dans ce que je pense. C'est exact. Dans ce que je pense, il présente beaucoup de scénarios. Oui. Parce qu'il dit que n'ayant pas pris ses précautions, effectivement, là, de manière anticipative, le gouvernement est aujourd'hui obligé de décaisser au moins mensuellement 30 millions de dollars. 30 millions. 30 millions. À cause du retard. À cause du retard, ce qui n'est pas possible compte tenu de la pression qui est exercée sur les finances publiques. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il est difficile de pouvoir mobiliser mensuellement 30 millions. Exactement. 30 millions. Okay. Et donc, il ajoute, il dit, attention, attention, maintenant, le challenge est quand même assez coûteux. Parce qu'en fait, compte tenu de toutes les difficultés qui sont en face de nous, si l'on pouvait faire montre d'une certaine discipline, d'une certaine rigueur et d'un certain sérieux dans la gouvernance, ces élections-là ne peuvent pas coûter plus de 250 millions de dollars, étant donné toute l'expérience qui a été cumulée par les pays en cette matière, oui. Et étant donné déjà une partie de la logistique qu'il suppose être disponible dans les entrepôts de la CENI quelque part. Donc il y va vraiment méthodiquement et de manière tout à fait intelligente. Alors au regard de ce scénario, oui. de toutes ces questions qui seraient posées, donc il est aujourd'hui logique de conclure que nous sommes partis inévitablement au-delà du délai constitutionnel. En tout cas, objectivement, sans spéculer, lorsque vous mettez sur table les données qui sont évoquées par, en fait, l'agenda tel qu'il a été déroulé par les présidents de la CENI, pour les scrutins directs et les scrutins indirects, déjà le scrutin direct va au-delà de 2023. Lorsque vous prenez en compte les contraintes telles qu'il les a présentées, parce que les contraintes politiques ont été également mises sur la table. Le président de la CENI parle notamment de la revendication de l'opposition politique, de pouvoir revenir au second tour pour la présidentielle, qui aurait un impact sur son agenda et même financièrement. Alors, il dit, toutes ces questions-là, y compris les questions sécuritaires qui prévalent, qui se posent en Ituri, au Nord Kivu, et dans beaucoup des portions de notre pays. Vous savez que ces questions ont conduit la CENI au cours du cycle passé de pouvoir reporter les élections dans le Nord Kivu. Moi, j'y avais des candidats
et les candidats dans les Nord Kivu, surtout dans les Grands Nord, à Beni Butembo, n'ont pas été astreints. Hein, et notamment, en fait, les résultats n'ont pas été astreints, notamment à la contrainte du seuil. De ce côté-là, oui, et c'est un scrutin proportionnel à liste ouverte qui a été organisé, au regard de la crise sécuritaire. Au regard de la crise sécuritaire qui prévalait et tout. Donc, c'était tout un problème. Mais ces élections ont été organisées, je crois, 2 mois après que ces élections aient été organisées ailleurs. La contrainte sécuritaire est vraie. La contrainte politique qui est posée, qui est susceptible d'impacter l'agenda et même les budgets est là. Il y ajoute la contrainte financière, la capacité de notre gouvernement à pouvoir décaisser des fonds. Le gouvernement est aujourd'hui sur beaucoup de fonds, et programme de développement de 145 territoires, et programme ici, programme là-bas. C'est compliqué. Le président de la CENI met toutes ces choses devant l'opinion pour dire attention, ceci risque de nous conduire vers les glissements redoutés, les glissements rejetés par notre peuple, un glissement qui a toujours un impact négatif sur la gouvernance. Mais là, et avec ça, puisqu'il y a déjà la feuille de route qui a été présentée, l'argent qui tarde à être décaissé, est-ce que peut-on recourir à l'aide extérieure? L'aide extérieure. Bon, et dans ces numéros, là, l'honorable sénateur Matata Pogno en parle. Il parle du volet de l'aide extérieure. Il dit, généralement, l'aide extérieure se limite à quoi? Un appui en termes de la logistique des transports. On a vu la MONUSCO se mettre à contribution pour aider à transporter et à dispatcher le matériel sur l'étendue du pays. Ça se résume aussi peut-être en la présence des observateurs qui viennent pour crédibiliser le processus, mais également sur les volets sécuritaires, en la présence des unités de la MONUSCO, là où elle en a le moyen pour sécuriser les personnels de la CENI et le matériel qui est déployé. Ça se limite à ça. On ne peut pas compter sur les fonds supplémentaires. J'étais au gouvernement. Oui. Il nous est arrivé, dans les cas de la concertation régulière entre les gouvernements de la République, la CENI et les partenaires, de nous questionner mutuellement sur les apports des uns des autres. La CENI avait toujours comptabilisé les apports du gouvernement congolais en espérant que les partenaires donneraient leurs apports, les apports auxquels ils ont souscrit, et jusqu'à la fin de tout le processus, on n'a jamais vu ces apports venir. C'est récurrent. Moi, j'ai vu la pas d'argent. J'ai vu le président sortant, Nanga, en ma présence et en présence d'autres membres du gouvernement, dire aux partenaires, les représentants de missions diplomatiques qui sont ici, mais vous demandez les apports du gouvernement, je les ai ici, mais à quand les vôtres? Ce n'est jamais venu, les apports se limitant uniquement aux éléments qui sont relevés dans les numéros de ce que je pense par les sénateurs Matata. Donc ça veut dire que la lecture qu'il a faite sur l'aide internationale, elle est lucide. Mais c'est un homme d'expérience. Il bouscule la société, il questionne la société sur cette question de la gouvernance démocratique par rapport à son expérience et par rapport, n'est-ce pas, à la lecture qu'il a faite de la manière dont d'autres pays qu'il a visités, l'expérience que d'autres pays ont faite également sur la même question. Et donc, c'est son expérience qui est mise sur la table pour nous pousser effectivement à réfléchir à fond sur cette question, non pas simplement pour ces processus de 2023, mais pour tous les cycles à venir. Parce qu'il revient, il dit que ces élections n'ont le mérite d'être organisées que dès lors qu'elles permettent au pays de pouvoir disposer d'un personnel politique de qualité. Il dit qu'il faut arrêter avec ces élections qui, au bout desquelles, finalement, on nomme des gens, et surtout et souvent des gens qui n'ont pas de compétences, qui vont dormir à l'Assemblée nationale, qui dorment dans les assemblées provinciales, qui au bout de la législature ont toujours des déficits de production. Voilà, Monsieur Franklin, 400 millions, 500 millions, c'est trop, surtout pour les pays comme la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est nécessaire encore de commencer à organiser les élections? Parce que avec la vie sociale, c'est compliqué. C'est exact, c'est pour ça qu'il relève les débats habituels du financement des élections, l'opportunité de financement des élections
face à l'opportunité du financement du développement. Les pays ont des besoins énormes en développement. Nos pays, nos populations sont demandeurs des infrastructures ici, en termes d'écoles, d'hôpitaux et tout. Il dit, est-ce que c'est opportun? Mais il y répond lui-même, il dit, c'est opportun, effectivement, dès lors que ces élections nous permettent de disposer au bout de compte des députés nationaux, des députés provinciaux, des gouverneurs, des sénateurs, des ministres, n'est-ce pas, des chefs d'État, là, il va même à l'horizon africain, qui sont des vrais agents de la transformation sociale de nos pays, des vrais agents qui travaillent à la transformation intégrale de nos pays, pas des gens qui viennent pour travailler à leur enrichissement. Vous comprenez? Il dit que ces élections n'ont des mérites d'être organisées que dès lors qu'elles peuvent permettre de sortir de leurs urnes les meilleures ressources humaines, les meilleures femmes de nos pays, les meilleurs hommes de nos pays, les meilleurs capital humain qui sont à mesure de nous donner un beau programme de développement et à mesure de l'exécuter. Il dit c'est ça. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, mais dans ce même moment, le réveil auquel il fait allusion, pour que finalement les dirigeants sachent que la CENI ou les élections ne sont pas des machines à fabriquer des dirigeants politiques ou des députés. Comment ce réveil-là peut être possible? Non, mais il ne mâche pas les mots. Il dit que ces élections-là, elles n'ont d'utilité que dès lors qu'elles permettent de faire émerger un leadership de qualité. Lui, il est en fait partisan du leadership. Le leadership de qualité. Le leadership de qualité, c'est ce leadership qui ne travaille que sur le progrès, qui n'a de souci que le progrès. C'est ça. Il dit que dès lors que on est en déphasage avec un tel objectif, ces élections-là ne vont pas la peine. Mais voilà pourquoi la composition de la CENI aujourd'hui montre que nous allons déjà vers les mêmes élections dont on a décrié. Mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire, justement. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Ce pays-là étant notre bien à nous tous, si nous convenons que l'objectif que nous avons les uns et les autres est de faire avancer ce pays sur son agenda de développement, nous pouvons donner à la CENI les personnels qu'il faut pour nous donner les élections de qualité. Le problème vient à partir du moment où l'élite politique a un agenda différent du bien-être de la population. L'objectif de l'élite politique, et cela a été démontré, chacun a dans sa poche son petit calcul. C'est chacun qui vous dit, moi j'ai mis celui-là pour qu'il me permette de passer. Mais il vous permet de passer pour quoi faire? Parce que passer, ce n'est pas en soi une fin. Être élu, ce n'est pas une fin. Mais on vous élit pourquoi? On vous élit pourquoi faire? Vous avez quel agenda? Vous voyez? Donc, il est là. Lui, il reste là. Il dit, elles sont très coûteuses, ces élections, aussi bien pour notre pays que pour d'autres pays africains. Vous avez suivi les tumultes qu'il y a dans beaucoup de pays africains aujourd'hui. Les tumultes qu'il y a dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone, l'espace qui nous concerne nous aussi. Mais ces tumultes-là sont effectivement dus à la gouvernance démocratique. Nous avons organisé les élections. Au mauvais choix. Ah voilà. Ça nous a donné quoi? Ça nous a donné quoi en termes de résultats? Ça nous a donné des présidents, des députés, des sénateurs et tout. C'est beau à voir. Il ne faut pas que ceci s'apparente à un théâtre, à une comédie, où les gens du jour au lendemain sont élus, mais pour ne rien faire. Ils sont payés, nous les payons pour ne rien faire. Nous les payons pour, en fin de compte, marcher sur nous. Vous comprenez? On les paye et au bout de compte, ils ont véhicule, ils ont maison, et ils épousent nos enfants par milliers, et ils s'occupent pas de nous. Je veux dire, dans ce que je pense, est-ce que c'est pas aussi l'opportunité aussi pour les dirigeants actuels de pouvoir aussi s'inspirer de l'expérience de Matata Ponyo? C'est tout ça confondu. Vous savez, Matata, j'ai lu... Parce qu'il a organisé deux cycles électoraux. Tout à fait. Je vois un peu sa démarche. C'est quelqu'un qui taquine tout le monde de manière intelligente. Et ses interrogations, c'est un peu ça. Il nous interroge de manière intelligente. Il se questionne lui-même et questionne en même temps les gouvernés et les gouvernants.
ces élections-là, sommes-nous à mesure de les organiser? Sommes-nous à mesure de les financer nous-mêmes? Est-ce que... La réponse est oui. Oui, nous sommes en mesure de le faire. Oui. Nous sommes en mesure de le faire. En mesure de le faire, mais avec le temps. Oui. Mais il reste pratiquement quelques mois, 11 mois. Mais si nous le voulons, nous pouvons le faire. Parce qu'il nous dit, il faut alors en ce moment-là que nous en fassions une priorité et que nous soyons en mesure de mettre de côté, chaque mois, de côté 30 millions de dollars. Et il ajoute, il dit, tout ça c'est beau, pourvu que ça ne soit pas du théâtre. Les élections passées, c'était plus qu'un théâtre, une tragédie. Vous l'avouez? Mais je l'avoue, j'y ai participé. Ce n'était même pas une comédie. Ce n'était même pas... Bon, c'était presque un drame. Mais aussi, parce qu'il y a des drames dans les théâtres. Il y a aussi des tragédies dans le théâtre. Moi, je fais le théâtre. Oui. Là, c'était une tragédie. Où les gens assis, quelque part, pouvaient déjà dire, celui-ci, il passe. Celui-ci, il passe. Celui-là, il passe. Même si son regroupement n'a pas atteint le seuil, faites-les passer. Ça, c'est ce que nous avons connu dans ce pays. C'est ce que nous avons connu. En 2018. On décrétait déjà les gens à l'avance. Ça s'est passé ainsi. Mais on vous dit, Atik ici, c'est le regroupement de Franklin Chamala. Franklin Chamala est proche de Matata. En tout cas, eux là, il ne faut pas qu'ils passent. Ah bon? Mais ça s'est passé comme ça. On vous donne déjà un quota. On vous dit, Atik là, ils ne peuvent pas dépasser 10 députés. Nous avons dépassé 12 députés difficilement. Il y a des circonscriptions où nos députés sont élus. Des circonscriptions où nos députés sont élus, vous avez les résultats. Mais ils ne sont pas proclamés. Ils ne sont pas proclamés. Ils ne sont pas proclamés. On proclame d'autres qui n'étaient même pas élus à leur place. Vous comprenez? Ça s'est passé ici dans ces pays. Des gens bien élus, des gens méritants, portés par les électeurs. Mais on proclame d'autres à leur place. Matata, il dit, il ne faut plus que cela se répète. Si nous voulons être en phase avec les objectifs du millénaire auxquels nous avons souscrit, les objectifs de développement durable, qui requiert effectivement que nous puissions travailler sur l'éradication de la pauvreté et des inégalités sociales dans ces pays, et qui nous impose d'avoir des agendas de développement sérieux, à l'instar d'autres pays, des agendas de développement qui sont pilotés par un personnel politique de qualité, donc les ressources humaines de qualité, nos meilleurs enfants. Vous voyez? Alors, il dit, ces élections-là doivent nous permettre effectivement de sortir des urnes nos meilleurs enfants. C'est cela. On envoie au Parlement des gens qui ne vont plus dormir, ou qui vont demander uniquement des véhicules. On y envoie des gens qui puissent aller pour travailler sur le développement du pays. Vous l'aviez dit. Ah, voilà. Et en même temps, ils demandent... Moi, j'aimerais revenir. Alors, si à l'époque de Matata Ponyo, lorsqu'il était encore ministre des Finances, on a pu dégager mensuellement 10 millions de dollars, mais vous ne voyez pas, vous, M. Franklin Chamala, que le contexte est un tout petit peu différent aujourd'hui, avec l'apparition de nouveaux enjeux sanitaires... Covid-19. Covid-19, par exemple, qui semble changer la donne. Mais il y a Covid-19, n'est-ce pas? Mais ceci n'empêche pas au gouvernement du pays de décaisser autant d'argent pour acheter des véhicules coûteux pour les députés. Ça, c'est une priorité. La Covid ou les Covid, je ne sais pas. Ça a empêché à nos, au gouvernement de décaisser. Vous faites allusion aux palissades. Mais justement, j'en parle parce que c'est de l'argent public. Est-ce que cela a empêché au gouvernement de recourir... C'était un don du président. Mais il a pris l'argent où? Au trésor public? C'est un montage financier, pas de montage. Montage financier, ça veut dire quoi? Tout ça, c'est des concepts qui sont utilisés pour flouer les peuples. C'est de l'argent du trésor qui a été pris et qui a acquis cela pour les députés. Ça n'était pas une priorité parce qu'il y a des députés qui ont refusé. On en parle. Il y a même d'autres qui vendent ça. Oui, qui vendent. Merville Prix d'ailleurs. Des véhicules qui ont coûté 100 millions au trésor. Quand vous l'avez acquis, pour ne pas paraître en déphasage par rapport à l'opinion à la cité, les députés les vendent à 30 000 ou 40 000 à la rigueur. Quel gâchis! Mais vous apprenez du jour au lendemain que les députés qui étaient de notre côté, de ce côté-ci, ont basculé, sont allés de l'autre côté. Grâce à une corruption bien organisée et institutionnalisée. Vous voyez comment des opérateurs politiques qui étaient hier... piétons ici se retrouvent aujourd'hui nantis, vivant dans un luxe ronflant. Vous avez vu les palais des Kabound, pour ne parler que de lui, et de beaucoup d'autres. En 3 ans, un palais comme ça. Bon, les ressources, on les a trouvées où? Donc, je dis, les ressources existent bel et bien, il suffit des biens. La pandémie n'est pas une excuse. C'est pas une raison, ce n'est même pas une excuse. Oui, okay. Et donc, il suffit de bien allouer ces ressources-là aux besoins de développement du pays, et ça peut bien marcher. Alors, autre chose que j'aimerais vous poser comme question. Alors, M. Matata Ponyo, dans cette tribune, il dit, dans ce pays,
il fait évidemment allusion à la République démocratique du Congo. On peut faire des élections avec 250 millions de dollars. Si ces élections sont bien évidemment planifiées, budgétisées, et si les ressources sont gérées de façon efficiente. Nous sommes en République démocratique du Congo avec un pays à dimension continentale. Oui. Mais là, nous ne sommes pas en France, encore moins en Belgique. Oui. C'est pas une analyse assez logique. Non, non, c'est une analyse assez logique. Comment ça? Mais il parle en nombre d'expérience. 250 millions? Oui, oui, oui. Au lieu de 400 ou 500. La compression budgétaire est possible. Vous savez, il lui est arrivé... Matata, c'est un homme des chiffres. C'est ce que vous oubliez, c'est que lui, il n'a travaillé que sur les chiffres. Mais il n'est pas expert électoral. Non, mais ici, nous parlons budget élection. Oui. Et les budgets élections, il les a pilotés comme ministre des Finances et comme Premier ministre. Expliquez-nous comment c'est possible. Mais les élections antérieures, oui. Lorsque les états des besoins des administrations électorales sont présentés, mais il faut bien les regarder. Il faut bien les regarder, il faut bien y jeter un coup d'œil et tout, parce que généralement on signe des choses sans y jeter un coup d'œil. Ça veut dire qu'il y a des surfacturations? Non, pas ça. Il y a des choses que l'on peut élaguer. Oui. Et qui peuvent être, n'est-ce pas, couvertes par une substitution quelque part. Là, on demande l'acquisition de véhicules, mais les élections, les cycles électoraux passés, les véhicules qui ont servi à pouvoir déployer les matériels électoraux ici, c'est des véhicules de l'armée, non? On peut encore les utiliser. Comment, si ces véhicules-là existent, et je suppose qu'ils existent, parce que où est-ce que ces véhicules sont partis? 5 ans après, peut-être qu'il y en a certains. C'est parti où? C'est tombé en panne. Pourquoi? Pourquoi c'est tombé en panne? Tous ces parcs-là d'entretien. Tous ces parcs-là, mais c'est maintenant qu'il faut les entretenir pour les remettre, n'est-ce pas, en mouvement, ne fût-ce qu'en partie pour permettre à la CENI de pouvoir les utiliser. Et ce sont ces genres d'exercices qui peuvent réduire. Réduire absolument. Et comme expert en matière de finances, Matata se souvient avoir comprimé certains budgets. Comprimé certains budgets de la CENI en son temps, en y élaguant des choses qui pouvaient être trouvées ailleurs. Et il l'a fait, ça lui a attiré les courroux de beaucoup de gens, mais il n'avait pas le choix, il ne pouvait que faire ça. Parce que quand je jette un œil sur un article publié par un média français, on dit qu'en 2022, la France a besoin de 250 millions de dollars pour financer l'entièreté des élections. Mais c'est pas comparable à la RDC. Oui, la RDC, c'est un pays continent. Oui, mais vous parlez de la France. Oui. Mais la nouvelle technologie est beaucoup plus coûteuse. Elle est beaucoup plus coûteuse que chez nous ici. Je vous parle déjà ici que nous pouvons encore recourir aux véhicules ici de l'armée pour le faire. Là-bas, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. J'ai vu une vidéo qui circule à travers les médias où les Chinois déploient déjà dans beaucoup d'hôtels uniquement les robots pour servir les athlètes qui seront en Chine et qui vont participer aux prochains Jeux olympiques qui seront organisés là-bas. Il n'y a que les robots qui sont déployés, et ceci c'est pour éviter des contacts fréquents entre les humains en cette période de la Covid. Et c'est des robots. Et ça c'est cher. Hein? C'est coûteux, mes chers amis. Et donc je dis, dans des pays comme cela, où on ne recourt qu'aux nouvelles technologies de l'information, et c'est des avions ici et là et tout, ça ne peut qu'être coûteux. Mais dans notre pays, au regard de notre expérience passée, au regard de nos moyens modestes, Matata insiste, il dit qu'en regardant de plus près au budget, nous pouvons comprimer ces budgets-là jusqu'à 250 millions et aller au résultat. C'est raisonnable. Hein? Mais il dit, encore une fois, 250 millions, c'est toujours énorme au regard des besoins en développement de notre pays et que ça nous vaut la peine que si ces élections nous permettent au bout des comptes de sortir de nos urnes des hommes qui ont... Mais attention, mais ces genres de déclarations, lorsqu'il dit par exemple que l'on peut réduire jusqu'à 250 millions de dollars, attention, vous allez énerver certains qui font de calculs derrière les élections pour s'enrichir. C'est pas facile à avaler. Hein. Bon, mais... Parce que lui parle de 250 millions et aussi économiser peut-être dans d'autres infrastructures de base. Lui, il a parlé de la télécommunication. Il y a des paiements, il y a tous ces responsables de la CENI qui doivent également se retrouver, non? Mais ceux qui vont s'énerver là, ils s'énervent parce que l'argent leur appartient. Ils s'énervent pourquoi? C'est l'argent public. Matata Pogno, comme expert, comme ressource humaine importante du pays, présente là son expérience. À chacun de présenter aussi son expérience. Il vous dit,
que, compte tenu de son expérience, des éléments en sa possession, mais il a été ministre des Finances. C'est un cadre de la Banque centrale. Il a été Premier ministre. Mais il vous dit, écoutez aussi ma voix, même si vous ne m'aimez pas, même si je gêne, écoutez ma voix. Et il la donne, Nanko. Il vous dit, c'est aussi mon pays. Vous voyez? Parce qu'il sait que beaucoup de gens n'aiment pas l'écouter. Il dit, puisque les gens n'aiment pas m'écouter, j'écris. Parce que les écrits là, chacun peut y accéder. Ne fût-ce que par la voix d'un tic, lorsqu'il envoie, même ceux qui ne l'aiment pas lisent. Il dit, lisez quand même, tirez dans la substance. Ces élections, nous pouvons comprimer leur budget à 250 millions de dollars et les organiser de manière convenable et veiller surtout à ce que ces élections nous permettent quand même d'avoir cette fois-ci un personnel politique de qualité. Pas toujours des gens nommés, et souvent d'ailleurs des gens nommés et qui vont passer leur temps au Parlement à tourner les pouces, à manger les sandwichs, à salir les palais du peuple. Ils sont payés pour rien. Vous voyez, il dit non, non, faisons en sorte que cette fois-ci, ces élections nous donnent quand même, au bout des comptes, un bon personnel politique. Voilà. Un personnel qui puisse travailler sur l'agenda de développement de notre pays parce que nous avons souscrit aux ODD et les ODD, leur évaluation c'est en 2030, c'est bientôt. On n'évaluera pas les costumes ou les chaussures des dirigeants, on évaluera effectivement les résultats auxquels nous serons arrivés. Voilà, c'est que je pense, la dernière tribune de Guistin Matata Pogno sur les processus électoraux, est-ce que la RDC peut-elle organiser ses propres élections? Exactement, mes dernières questions. Mais comment l'avoir, la tribune? Mais la tribune, on peut l'avoir en contactant le cabinet Congo Challenge, directement sur le boulevard du 30 juin ici, au 5e niveau de l'immeuble Kyo, ou en allant sur les sites internet de Congo Challenge et en demandant par la voie électronique un numéro de ces... Ça ne se vend pas, hein? Non. Ok. Non. Voilà, donc c'est une réflexion à laquelle il vaut la peine d'accéder. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, ayez quand même le temps de lire. Hein, c'est que je pense, c'est une tribune où il y a beaucoup plus de réflexions, pas seulement sur les procès électoraux, sur le droit et aussi sur autre chose. Merci. Évidemment. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sous Télé 50. C'était dans une coprésentation de Floyd Zantoto. Bienvenue à vous. Merci. Et merci, restez branchés sous Télé 50. À très bientôt.